Hello, I'm Tao Tevengwa. Bonjour, je suis Tao Tevengwa. Je suis avec Omar Sharif de Kaboul et nous allons vous parler de Kaboul. Grâce à cette technologie, à Zoom et tout, on va être en contact. Donc Omaïd est très intéressant. C'est ce jeune homme qui a déjà fait tant de choses. Donc il est directeur de Art Lords, qui est une organisation très intéressante. Donc c'est le programmateur et le président d'Art Lords, Artist et du Rebel Art Café. Et c'est l'éditeur du nouvellement établi Kaboul Diplomat Magazine. Qui plus est, il conseille Mohamed Ashraf Ghani, le nouveau président afghan. Donc ici, on va voir le rôle de la culture pour faire revivre la société. Donc vous parlez de plein de thématiques comme la corruption, la participation publique dans plusieurs processus démocratiques. Donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous pour nous présenter la ville de Kaboul, ville qui a connu des conflits, mais ce n'est pas qu'une ville de conflits, c'est également une ville où il y a des habitants. Et il est important de ne jamais oublier ce point. Et on va également écouter avec attention toutes ces expériences au sein de la ville. Donc, merci beaucoup, Omaïd. C'est à vous. Bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, petite correction. Je travaillais pour le président afghan. Maintenant, je travaille à Art Lords, qui n'est pas qu'une organisation, c'est également un mouvement de militants et un mouvement d'artistes. En tout cas, je suis heureux d'être parmi vous. Donc, si vous me le permettez, je voudrais vous montrer une vidéo très courte que j'ai préparée pour tout le monde afin que vous puissiez comprendre de quoi je parle. On va vous parler de l'Afghanistan, on va vous parler de l'endroit où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai travaillé. Et j'avoue qu'on associe souvent Kaboul et l'Afghanistan à des images négatives. Mais j'espère qu'après ma présentation, vous allez changer d'avis. On aura un débat là-dessus, en tout cas.
All right. Thank you. Et voilà. Appreciate the Alors, technical team. merci à l'équipe technique d'avoir passé ce petit film. Alors j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre de quoi je parle, de quoi je parlais quand je parlerai de Kaboul et de ce que nous faisons. Une petite présentation aussi que j'ai préparée pour aujourd'hui. Alors, à l'écran, vous allez voir le nom de l'organisation pour laquelle je travaille, Artlords, les seigneurs de l'art. Alors, si vous êtes à Kaboul, vous entendrez parler de beaucoup de seigneurs, de lords. Vous avez les seigneurs de la drogue, vous avez les seigneurs de la guerre, beaucoup de seigneurs, mais des mauvais seigneurs. Et en 2014, on a décidé que nous, on voulait être les bons seigneurs. C'est de là qu'est venue l'idée de notre nom, c'est-à-dire nous réapproprier ce mot de seigneur qui est un joli mot. Et donc c'est la base de ce mouvement des seigneurs de l'art, les Art Lords. On a voulu être la voix de ceux qui ne pouvaient pas se faire entendre. Nous travaillons avec la population, une partie de cette population d'ailleurs qui n'a pas la possibilité de se faire entendre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de canal pour se faire entendre, pour s'exprimer. Et donc, par le biais de l'art public, l'art sur la voie publique, ces personnes peuvent partager leurs idées et peuvent montrer leur engagement. Donc, nous y sommes. Donc, qui sommes-nous? Alors, les seigneurs de l'art, c'est un mouvement de la base, un mouvement artistique, de militants, c'est un mouvement basé sur le volontariat. Nous, on s'appelle nous-mêmes les artivistes, les militants artistes. En Afghanistan, une grande partie de la population n'a pas l'occasion de montrer son engagement, n'ont pas voix au chapitre dans beaucoup de domaines de la politique du pays. Donc c'est pour nous l'occasion de leur offrir une plateforme dans laquelle les personnes partagent leurs idées, les solutions qu'ils proposent, leurs problèmes, leurs douleurs. Et de manière peu habituelle, c'est-à-dire qu'à Kaboul, on a beaucoup de murs comme celui que vous voyez au fond de la photographie. On appelle ça des murs de verre. Donc les universités, les écoles, c'est des murs qui sont faits en acier, c'est des murs qui sont faits en ciment. Et soyons francs, c'est moche. C'est des blast walls en anglais. Et ces murs, on dirait des remparts, et ça a transformé la ville de Kaboul. Ça divise la ville, ça divise les quartiers. Et donc, ça sépare certains quartiers qui sont des quartiers de riches, où il y a une totale impunité, etc. Nous, on a décidé de se servir de ces murs comme des toiles de peinture, parce que ces murs font partie de notre identité, et également sur ces murs, c'est un endroit pour montrer ce qu'on pense. Donc, on va vers ces murs et on commence à peindre.
Et n'importe qui peut venir, nous voir, demander à peindre, prendre un pinceau, prendre de la peinture. Et c'est là où on commence à parler. Et dès que quelqu'un vient parler avec nous, c'est l'occasion de les sensibiliser pour peut-être, si tout va bien, changer leur attitude, changer leurs opinions, leurs avis, et peut-être de les amener à avoir un point de vue critique sur ce qui se passe dans le pays. Alors, voici un des premiers murs que l'on a peint. Le titre de cette œuvre, c'est « I see you », « Je vous vois ». C'est de 2014. Donc, et ce mur est à côté des services secrets, du siège des services secrets afghans. Et donc, ces yeux disent quelque chose de très simple. Je vous vois. Et en fait, ces yeux sont orientés vers le siège des services secrets. Et donc, c'est un peu pour nous une manière de dire, on sait ce que vous faites, on sait que vous êtes corrompu, on sait que vous ne faites rien pour améliorer la situation, mais tôt ou tard, nous aurons l'occasion de vous faire payer pour ça. Et vous serez responsable de ce que vous aurez fait ou ce que vous n'aurez pas fait. C'est un peu comme dire aussi que Dieu a un œil sur vous, parce que la corruption, dans l'islam, c'est haram. La corruption, c'est un péché. Donc simplement avec une fresque, on peut envoyer beaucoup de messages. Et il suffit d'imaginer que beaucoup de personnes victimes de la corruption, victimes de la guerre, blessées, ont collaboré à cette fresque. Et les responsables politiques volent leur argent, mais par cette fresque, on sait et on leur dit « Nous savons que vous voulez notre argent ». Un autre exemple de ce qu'on fait dans la ville. Différentes thématiques sont abordées, des questions liées aux droits humains, aux droits des femmes, à la pauvreté, à la lutte anticorruption, à la mise en place, l'instauration de la paix, lutter contre la radicalisation, le radicalisme, les extrémismes. Et on a déjà fait plus de 2000 fresques dans 22 provinces afghanes. Donc, ce n'est pas seulement Kaboul où nous agissons, c'est dans tout le pays. Une autre fresque contre la violence extrémiste. Donc là, c'est une fresque qui rappelle les victimes des violences. Rotsia, cette fille de 21 ans, a été tuée dans une explosion alors qu'elle se rendait à la fac. Voilà les histoires que nous racontons sur les murs. Depuis 40 ans, des innocents, des innocentes meurent dans des attentats. Donc ça veut dire 40 années de guerre, 40 années de violence. Et nous traduisons cela de manière artistique, au vu et au su de tous et de toutes, afin d'être sûr que cela rentre dans le débat public. C'est également une pression que nous mettons sur le gouvernement pour qu'il change leur manière d'agir. Alors, on ne se contente pas de peindre. On utilise d'autres médias également pour communiquer. Dans l'association Artlords, il y a un groupe de théâtre de rue qui aborde des questions très importantes, par exemple l'immigration illégale. Et nous faisons des pièces de théâtre sur ces thématiques. Et ainsi, nous pouvons informer les Afghans de ce qui se passe, les demandeurs d'asile, les réfugiés. Et nous pouvons utiliser des moyens auxquels ils ne sont pas habitués pour rentrer en contact avec eux, par exemple le théâtre de rue. Les deux images que vous voyez à l'écran ont été prises à Herat,
qui est à l'ouest de l'Afghanistan, sur la frontière iranienne, et c'est par là que circulent les migrants. Donc, nous avions voulu, par une pièce de théâtre, expliquer la situation aux gens pour qu'ils comprennent bien ces mouvements de personnes, mouvements illégaux. Nous utilisons également la musique. Beaucoup d'Européens sont habitués à ce que des gens jouent de la musique dans le métro, dans les gares, dans la rue. Mais par contre, il faut quand même savoir qu'en Afghanistan, ce n'est pas du tout quelque chose de courant. Et ici, l'objectif pour nous, c'est d'apporter un peu de douceur, un peu d'amour dans une ville qui est ravagée par la guerre, par la colère, par la haine. Et donc, si un endroit a connu la guerre depuis 40 ans, on peut voir qu'il y a une accumulation de frustration, de haine, de colère, d'obscurantier. Alors, ce qu'on essaye de faire avec les arts, la musique, le théâtre, la peinture, ce n'est pas seulement d'aborder des questions très pointues, urgentes, mais également partager de l'amour, de la douceur dans des situations très sombres. Et je vous assure que voir les gens sourire lorsqu'ils écoutent de la musique ou lorsqu'ils regardent des peintures, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Nous organisons également beaucoup d'événements, en particulier pour les jeunes, et nous essayons de faire le lien entre les jeunes afghans et les jeunes d'autres pays, d'Inde, du Pakistan, Asie du Sud-Est, également avec des jeunes états-uniens. On utilise l'art également comme thérapie, comme je l'ai dit auparavant. Lorsque l'on va en Afghanistan, on voit le besoin qu'ont les gens de se soigner, de guérir. Il y a des institutions, des experts, des psychiatres qui les aident. Et nous, on peut les aider en organisant des séances d'art-thérapie dans différentes institutions, on va dire des orphelinats, dans des universités, des écoles, et on organise donc des séances d'art-thérapie. Bien sûr, nous avons une galerie qui est ouverte, c'est une des rares galeries du pays qui est ouverte au public tous les jours. Et pour les artistes, ils peuvent utiliser cet espace pour exposer leurs œuvres. On organise également des expositions sur toute la planète pour montrer une autre image, un autre visage de l'Afghanistan, parce que je pense que mon pays est souvent mal dépeint. Donc c'est une occasion de dire ce qu'est réellement l'Afghanistan. C'est qu'il y a beaucoup plus en Afghanistan que ce que l'on veut bien présenter à l'étranger. Et on présente également des aspects positifs du pays. Donc dans l'ensemble, voilà quelques-unes des réalisations de projets que nous avons menés afin d'insuffler de l'unité, promouvoir les pensées critiques, sensibiliser les gens. Voilà encore un exemple d'art. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Maintenant, nous pouvons passer un petit débat, des questions. J'aime beaucoup ce « thank you » sans le H. Voilà, c'est très très intéressant la dimension et on va dire la largeur des sujets que tu as abordés en aussi peu de temps. Et j'aimerais revenir sur ce dernier point de la représentation, de la représentation erronée. Donc j'ai l'impression
que tout d'abord, tu t'adresses aux résidents, aux habitants de la ville, et ensuite que tu parles aussi aux dirigeants pour leur demander de rendre des comptes. Et ensuite, il y a certainement un troisième type de public qui est plus général, plus plus international, où on essaie où tu essaies de décrire et de donner, de montrer un visage différent de la ville et du pays. Donc, quelle est ta façon justement gérer la façon de t'adresser à ces différents publics? Et qu'est-ce qui te permet de déterminer que les choses fonctionnent ou pas? Eh bien, merci pour cette question. Mon message et ma philosophie pour les gens du sud de l'Afghanistan, c'est de montrer que l'on fait ce que l'on doit faire, et surtout pour les jeunes qui manquent cruellement d'espoir. Il y a un chômage galopant, il y a très peu de façons de se projeter dans le futur, il y a beaucoup de violence, de pauvreté, des gens qui ont perdu des proches pendant la guerre. Donc c'est très difficile d'être optimiste pour le futur. Donc ce que l'on fait pour les Afghans, c'est que on leur montre simplement qu'il faut se responsabiliser et remplir notre partie du contrat. Puisque les gens qui grandissent dans la pauvreté, pour les gens qui ont vu la guerre, qui ont perdu des membres de leur pays, de leur famille, pardon, et pour tous ces gens qui souffrent autant, leur montrer simplement que nous sommes là, on essaie d'être gentils, on essaie de les aimer, et on essaie tout simplement de les guérir, de guérir notre ville, et on essaie d'encourager les jeunes à démarrer quelque chose. Et le message, c'est de dire, ne restez pas assis là à rien faire, faites des choses par vous-même. Engagez-vous dans quelque chose, faites entendre votre voix. Et je pense qu'on a eu énormément de chance de voir que notre message a été relayé dans le monde entier. Et cela a encouragé énormément de groupes de jeunes à faire énormément de choses. Et puis le deuxième aspect, c'est le gouvernement, les dirigeants. Il faut être honnête envers eux. Il faut leur montrer qu'on est là, qu'on attend des choses de leur part. Mettre de la pression sur ce genre de gouvernement. On sait qu'il y a de la corruption, on sait qu'il y a du trafic de drogue, on connaît tout ça. Tout le monde sait ça en Afghanistan. Donc ce que l'on essaie de faire, c'est de révéler justement toutes les exactions qui sont commises et montrer que ces crimes ne doivent pas rester impunis. Il y a des lois, il y a d'autres façons aussi de les amener à rendre des comptes devant la justice. Et donc l'un des outils que nous avons à disposition pour les hommes et les femmes politiques, c'est tout simplement de s'adresser au monde entier. Évidemment, tout le monde connaît l'Afghanistan à travers CNN, à travers le New York Times, Fox 24, etc., Fox 24. Donc évidemment, très souvent, c'est une image négative qui est véhiculée, puisque pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit souvent. Et ce qu'on essaie de montrer, nous, c'est que c'est ça aussi l'Afghanistan, c'est de montrer que oui, effectivement, nous sommes un pays en guerre, mais c'est une guerre qui nous est imposée, ce n'est pas une guerre que je défends moi. Et nous nous retrouvons dans cette guerre parce que nous sommes entre la Russie, l'OTAN, le Pakistan, les États-Unis, l'Arabie saoudite, etc. Nous n'avons rien demandé. Et apparemment, on dirait que tous les chemins mènent en Afghanistan, tout le monde veut venir. Et on essaie de raconter ce que la guerre fait au quotidien aux gens, au pays, et en leur montrant qu'on garde espoir, on essaie de changer notre vie.
et qu'on essaie d'apporter ce message d'empathie et d'amour au monde entier. Et donc cette question de la résilience, qui est souvent un terme un petit peu galvaudé, eh bien, en même temps, on parle des endroits, par exemple, qui sont en guerre. Là, on a parlé des soviétiques, de Bush, etc. On connaît tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, Kaboul existe toujours, est toujours là, debout, avec des gens comme toi qui essaient de se tourner vers le futur. Et donc, lorsque l'on parle de la résilience, et je pense que c'est un point très important, compte tenu du sujet et du programme de l'école de l'Anthropocène, que dirais-tu, que définirais-tu comme étant caractéristique de Kaboul, d'une ville en conflit, qui lui permet d'endurer, de persévérer et de rester debout, de rester vivante, des choses qui manquent de l'extérieur. Il y a une expression très belle, il y a un mot en perse qui est ma langue maternelle, et c'est la langue que l'on parle en Afghanistan, mais l'une des langues est le farsi. On dit « ja » et ça veut dire « cher ». Quand on parle de Kaboul, on dit « Kaboul ja »,« Kaboul ma chère ». Il n'y a pas beaucoup de villes à propos de laquelle on dit « Kaboul ma chère ». Kaboul est associé à ça, c'est notre cher Kaboul, notre Kaboul aimé, et je pense que cela définit la ville. Kaboul n'abandonne pas. Le sang qui a été versé, la colère, la haine qu'elle a vu passer cette ville, eh bien, malgré tout, la ville reste debout et elle ne perd aucune occasion d'avancer. C'est une ville qui est très belle, c'est l'une des plus belles capitales du monde, et elle est entourée de magnifiques montagnes. Et je pense que l'une des choses à propos qui est importante lorsque l'on parle de Kaboul, c'est de dire que c'est une ville qui n'abandonne pas. Malgré toute cette colère, toute cette haine, c'est une ville bienveillante et qui envoie ce message d'amour et d'empathie au monde entier. Il y a aussi cette question, le travail dont tu parles lorsqu'on s'adresse au pouvoir et au gouvernement. J'ai pu voir les campagnes, ce sont des campagnes très, très directes et des messages très directs. Et j'imagine que les gens ne sont jamais très contents d'être pointés du doigt comme cela, donc j'imagine que ça peut aussi avoir des conséquences assez dangereuses. Donc, quels sont les risques? Très souvent, j'en parle avec mes amis et ma famille, on en rigole. Quand on dit que même lorsqu'on respire à Kaboul, c'est dangereux, puisque maintenant c'est l'hiver et la qualité de l'air est répertoriée comme dangereuse sur la météo de mon téléphone, par exemple. Dans d'autres endroits du monde, c'est la même chose. Mais disons que c'est un autre niveau de danger supplémentaire. Il n'y a pas seulement un seul groupe de personnes dangereuses. Il y a Daesh, il y en a énormément. Il y a des attaques ciblées, des attentats. Et nous aussi, nous avons reçu des menaces. Mais nous avons décidé, en toute conscience de cause, de travailler de cette façon-là. Et nous ne souhaitons pas que d'autres personnes décident de notre futur. Et nous incitons les gens à prendre leur entière responsabilité des actes qui ont été perpétrés. Et peut-être que je serai tué, peut-être que mes collègues seront tués. C'est très possible. Et ça peut arriver d'un jour à l'autre. Et ça fait des années que je dis ça, le jour où, à chaque fois que je sors de chez moi, je ne sais pas si je vais rentrer vivant, puisqu'il y a tellement de dangers, je peux être kidnappé, assassiné. Mais donc, je suis conscient
de la responsabilité que j'ai et je dois faire ces choses-là. Je dois m'assurer que l'on essaie de changer l'attitude des gens et je dois m'assurer que j'ai mon mot à dire. Et peut-être que on en parlera dans le futur, que nos enfants en parleront, mais nous prenons cette responsabilité. Ce que Outlaws essaie de dire, je dirais que c'est du militantisme, c'est de l'art. Donc, alors, les gens qui font partie, qui sont les gens qui composent cette association en termes de genre, d'histoire personnelle, de formation, etc. Nous auto-étiquetons comme étant des activistes, des militants de l'art. Et je pense que c'est un terme qui nous décrit bien. Et très souvent, ce sont des jeunes qui font partie de notre association. Parfois, ce sont des étudiants. Parfois, ce sont simplement aussi des artistes ou des militants. C'est aussi un beau panaché de tout ça. Il y a des femmes, des hommes, qui sont artistes et que vous avez pu voir dans la vidéo. Donc il y a évidemment, c'est assez varié en termes de genre, et donc il y a énormément d'intérêt pour l'art, c'est ce que nous montre cette association, et chez Outlaws, on encourage les gens à nous rejoindre de façon bénévole, sur des projets ou de façon un petit peu plus pérenne. Et on a une base de volontaires, de bénévoles qui est très grande, et des gens qui souhaitent faire partie de nos campagnes et de nos projets. Donc, j'imagine que le travail que vous faites, ces fresques murales, d'ailleurs, je les trouve très belles. J'adore cela avec les canevas différents, avec toutes les modalités avec lesquelles vous développez ces fresques. Donc c'est quelque chose, c'est un travail très public, ça se passe dans des espaces publics. Quels sont les espaces publics à Kaboul que vous investissez? Et j'imagine que c'est aussi une façon de se réapproprier les espaces publics de façon sécurisée, afin qu'ils redeviennent publics. Et donc, lorsque l'on fait partie d'un programme comme le tien, est-ce qu'on a suffisamment de soutien de la part du gouvernement pour justement mener à terme ce type de projet? Eh bien, Kaboul est assiégée, c'est une zone de conflit, donc il y a énormément donc, de murs, de remparts, comme je le disais tout à l'heure, il y a des armes, etc. dans la rue, il y a des gardes armés autour de ces murs de sécurité, avec tous les défis de sécurité auxquels nous faisons face. Donc c'est toujours très difficile, il faut passer par différentes formalités, il faut que j'écrive. Et pour pouvoir survivre, je suis obligé d'écrire. Et par exemple, il y a des agences de services secrets qui nous épient, et je ne peux même pas prendre de photos de ce que je fais. Donc ce que l'on essaie de faire, c'est quand même de continuer à peindre, etc. Mais cela dépend des institutions avec lesquelles nous travaillons. Certaines associations sont très bienveillantes envers nous, certaines nous aident, certaines nous donnent les autorisations, et parfois ce n'est pas le cas. Donc c'est une dynamique très intéressante entre nous et le gouvernement. Et en termes de soutien, si on parle de soutien financier, eh bien, on a toujours hésité à accepter justement des aides de la part du gouvernement, parce qu'à partir du moment où on accepte quelque chose de leur part, on ne peut plus les critiquer. Et donc, la façon qu'on a trouvé justement de pallier cela, c'est tout simplement de vendre nos œuvres, de développer des partenariats avec des agences de l'ONU.
les agences internationales aussi. Et nous essayons malgré tout de respecter les lois, mais aussi de faire appliquer nos droits, puisque nous avons une constitution qui nous donne le droit à manifester et de faire entendre notre voix, et c'est une dynamique très intéressante. Une question de la part de John du public qui demande s'il y a eu des événements concernant la jeunesse à Kaboul à travers Artloads, puisqu'il y a énormément d'élèves et d'étudiants. Est-ce qu'ils ont espoir et est-ce qu'il y a des actions en particulier que tu aimerais mettre en valeur? Eh bien, merci John pour cette question. Nous avons une campagne qui s'appelle Let's Talk Afghanistan, parlons de l'Afghanistan, qui est développée entre différentes ethnies et des groupes religieux et qui encourage au dialogue. Ce projet, donc, Let's Talk Afghanistan, a vu le jour il y a 2 ans. Et en décembre dernier, nous avons eu un très gros événement, une conférence pour la jeunesse qui a duré 1 semaine, la semaine de la paix. Et donc il y avait 138 jeunes Afghans de 13 à 14 provinces différentes. Il y avait aussi des participants d'Australie, d'Europe, pour parler de ce qui est en train de se passer, quelles peuvent être les clés, les solutions, puisque si vous en êtes informé, peut-être il y a un processus de paix qui a été enclenché avec les États-Unis et qui a été signé l'année dernière en février. Donc nous essayons de trouver une façon inclusive de développer ce processus de paix, et c'est aussi à travers cela que l'on travaille avec les jeunes pour s'assurer qu'ils se sentent concernés et qu'ils se sentent écoutés aussi, et qu'ils puissent prendre part. Notre population des 15-25 représente une partie très importante de notre population. Donc c'est l'une des activités que nous sommes en train de développer en ce moment. Nous menons à bien aussi des activités plus originales, comme un projet avec les jeunes leaders d'Afghanistan et du Pakistan. C'est un projet interculturel entre les 2 pays. Il y a aussi un projet dans le sud de l'Asie avec l'Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh. Et nous travaillons aussi dans ces zones-là. J'ai aussi une question de la part d'Isabelle qui demande comment la ville a supporté et a géré la crise et la pandémie. Eh bien, Kaboul était une ville de 500 000, disons qu'elle a été conçue pour accueillir 500 000 habitants en termes d'infrastructure. Et pendant ce processus de guerre, eh bien, on a pu voir que la ville a continué à se développer. Beaucoup de personnes qui venaient des provinces alentours sont venues pour des raisons de sécurité ou d'autres d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a 6 millions d'habitants. Donc c'est une ville très polluée. Il y a énormément de circulation. Maintenant, il y a des maisons qui se construisent sur les collines aux alentours. Donc c'est très grand. Et pendant les premiers mois de la pandémie, le premier mois, évidemment, il y avait une quarantaine très stricte. Personne ne sortait. Et nos bureaux chez Artloads ont été fermés pendant 3 mois et demi. Donc nous, on a essayé de travailler de chez nous. Mais ensuite, ça n'a pas pu être prolongé, puisque c'est un pays très pauvre, et les gens avaient tout simplement besoin de manger pour survivre. Donc, l'activité a repris petit à petit. Et dans notre culture, encore une fois, nous vivons en famille.
Et donc, les choses ont petit à petit repris leur place, mais la ville a réussi à s'en sortir, mais c'est comme ça que les choses ont été gérées, mais beaucoup de gens ont été contaminés, puisque la distance sociale, les masques, etc., n'ont pas forcément toujours été appliqués. Nous n'avons pas les chiffres exacts de nombre de contaminés et de victimes du virus. Mais je pense que de façon générale, cela a permis aux gens de s'entraider, d'être bienveillants, de se prendre par la main en essayant d'aider les plus nécessiteux. Et je vois que énormément de personnes ont perdu leur emploi. Et déjà que nous avions l'un des taux de chômage les plus élevés au monde, et aujourd'hui c'est encore pire, il y a énormément de petites entreprises qui sont en train de faire faillite. Donc c'est une situation assez intéressante parce que tous les matins, on entend 2 à 3 explosions. C'est notre quotidien. Chaque matin, il y a 2 à 3 explosions qui se produisent. Et c'est comme ça que la journée commence. Et lorsqu'on sort de chez nous, on peut voir des gens qui mendient dans la rue, des gens qui n'ont plus de travail, etc. Beaucoup de gens qui sont en situation de dépendance. Et donc évidemment, c'est quelque chose qui nous brise le cœur, mais c'est une ville qui n'abandonne pas en tout cas. Et donc j'imagine que c'est un défi supplémentaire, ce défi de la pandémie, en plus de tout le contexte que l'on connaît déjà. De quelle façon cela a un impact sur votre travail avec Artlords? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ce sur quoi vous vous concentrez? Est-ce que la communication avec le public a changé? Est-ce que vous communiquez aussi sur la pandémie? Quel est le changement qui s'est opéré depuis cela? Eh bien, on a beaucoup travaillé sur la pandémie, bien sûr. On a réalisé des fresques, beaucoup de fresques. Je pense aux alentours de 30, des fresques de sensibilisation sur la Covid-19. Et ensuite, nous sommes concentrés sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec beaucoup d'animations, de sensibilisation autour de la pandémie. Donc, nous essayons aussi d'être présents en ligne. On réalise beaucoup d'expositions avec Zoom, etc. Donc, ça a changé un petit peu notre façon de travailler, c'est vrai. J'ai aussi une question de Sylviane. Les fresques sont une façon de communiquer et de faire que les gens s'engagent. Sont-elles aussi des espaces de mémoire, des archives? Je crois que Sylviane a absolument raison. Ces fresques sont des histoires, mais pas seulement de la douleur et de la souffrance, mais aussi de la perte de la vie humaine et de ce qui se passe dans notre ville et de ce qui s'est passé dans cette ville. Donc il ne s'agit pas uniquement quelque chose qui a pour but d'embellir la ville, mais c'est aussi un moyen de créer le dialogue avec la population. Et c'est quelque chose qui nous permet de nous souvenir ce par quoi nous passons et ce par quoi nous sommes passés. Et dans le futur, les gens s'en rappelleront et et je suis sûr que tous ces murs disparaîtront un jour ou l'autre, lorsque la guerre sera terminée. Mais en tout cas, peut-être qu'il y aura un endroit où ils seront conservés, peut-être un musée à l'air libre, pour montrer que justement ces fresques murales étaient un symbole d'oppression et ils ont disparu maintenant. Mais j'aime justement la façon dont tu parles de cela, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez temporaire, c'est quelque chose qui y répond à ce moment sécuritaire. Et je pense que
ce musée dont tu parles à l'air libre est très intéressant justement à ce sujet. J'aime ce côté d'adaptabilité et je trouve ça absolument remarquable et ça m'inspire beaucoup. Moi, je viens du Zimbabwe à l'origine et comme tu le sais certainement, nous aussi, nous avons des conflits, hein. Et donc, lorsque j'entends ce que tu dis, ça m'inspire beaucoup parce que ça me fait réfléchir au fait que l'on peut travailler de cette manière. Et j'ai aussi une question de la part de Cédric. Pouvons-nous rejoindre le mouvement et de quelle façon pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous participer à ce qui est fait en étant à l'extérieur de l'Afghanistan, hors d'Afghanistan? Y a-t-il une possibilité pour d'autres artistes qui souhaiteraient partager leur travail et leur intérêt? Je suis très honoré que Cédric fasse partie de notre livre d'or. Il a été extrêmement gentil et généreux dans le soutien qu'il a pu apporter à notre travail. Cédric apparaît aussi dans différentes sessions en ligne et avec tous les événements que nous organisons en Afghanistan et dans le sud de l'Asie. Et donc les personnes comme Cédric ou n'importe qui souhaiterait se joindre à nous pour des collaborations, il y a en fait plein de façons de travailler ensemble. On peut apprendre les uns des autres, on peut apprendre de l'expérience aussi des uns et des autres. On peut travailler sur des choses très simples et aussi sur des choses plus compliquées. Et je pense que s'il y a des idées, des projets, des expériences qui nous viennent du monde entier, nous serions très heureux de pouvoir justement les reproduire en Afghanistan et aussi, nous, de pouvoir apporter peut-être notre contribution et aider d'autres parties, d'autres coins du monde. Et cela permet de soutenir les artistes aussi pour leur propre mouvement. Et on peut réfléchir à des façons d'organiser des expositions, des projets ensemble. Il y a tellement de façons de travailler. Et je serais très heureux de pouvoir partager ceci avec quiconque qui serait intéressé. Est-ce qu'on peut rediriger les gens vers un site internet peut-être? Tout simplement en tapant Art Lords sur Google, vous allez trouver notre page Facebook, Twitter, notre site web, etc. Il y a toutes les informations disponibles. Et puis une dernière question que l'on a reçue puisqu'il nous reste seulement 2 minutes. Je me demandais, ça fait combien de temps qu'existe Art Lords? Ça fait 7 ans. Au cours des 7 dernières années, si tu te projetais dans 7 ans, comme si tu étais au milieu, donc tu as commencé il y a 7 ans, et dans 7 ans, comment vois-tu les choses pour Art Lords et à Kaboul et en Afghanistan? Je pense que le visage de Kaboul a complètement changé. Donc si on venait aujourd'hui à Kaboul, on ne voit plus justement tous ces murs très moches de béton. On voit de très beaux murs et donc la ville a changé. Ce n'est plus une ville triste. Je dirais que c'est une ville plutôt très vivante qui s'est ouverte à l'art, puisqu'auparavant, on ne parlait que très peu d'art et de culture, puisqu'évidemment, la priorité, c'est la pauvreté, la sécurité. Donc, penser, ne serait-ce que de réfléchir à l'art et en parler, c'est quelque chose de compliqué dans ces circonstances. Et maintenant, c'est de l'art dans la rue qui s'adresse à 99% de la population. Donc, c'est une ville qui est plus ouverte à l'art. Les gens sont plus ouverts au fait de parler d'art, d'exposition. Ils respectent la culture. Le simple fait d'avoir réintroduit ces valeurs perdues
à cause de la guerre et de la violence est quelque chose de très positif. Donc je pense que Kaboul aujourd'hui est en train de guérir progressivement et devient un endroit d'art et de culture. Donc j'espère que dans le futur ce sera la même chose. Vraiment, tu m'inspires énormément. Ça a été un moment très particulier, très spécial pour moi. Merci infiniment d'avoir partagé tout ceci avec nous. Et au nom du public et de tout le monde, j'aimerais vraiment te remercier et j'espère vraiment qu'on va pouvoir rester en contact. Merci à tout le monde, merci au public de nous avoir rejoints aujourd'hui et simplement pour vous rappeler avant de terminer que notre dernier portrait d'espace aura lieu demain à Lagos, au Nigeria. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à nous rejoindre demain après-midi et merci encore infiniment Omar, mon frère. Je t'envoie énormément d'amour. Merci beaucoup. Merci et très bonne journée à tous. Au revoir.